Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Franche. Dans cette émission, nous vous parlerons d'écologie participative, comment ses origines et ses corollaires sont aujourd'hui dévoyés par les empoisonneurs qui empoisonnent nos terres, empoisonnent notre eau, empoisonnent notre air. Ces empoisonneurs qui ont l'impudence criminelle de vouloir rester en haut de la pyramide alors que la libération approche. Pour en parler, je suis en compagnie d'Hildegarde. Hildegarde, bonjour. Bonjour NVV. Avant de commencer, Hildegarde, tu as créé un compte Twitter et un site internet. Pourrais-tu nous en parler ? Alors oui, je viens de lancer mon site internet qui a une vocation pédagogique de formation à destination de nos auditeurs, mais plus largement à tous ceux qui veulent reprendre en main leur destin et le destin de notre pays et de notre civilisation. Ce site, c'est hildegarde-du6-france.wixsite.com/hildegarde. On mettra les liens en description, de toute façon. C'est ça, tout à fait. Et vous trouverez là-dedans notamment des conseils bibliographiques, des conseils aussi filmographiques, parce que l'art et le cinéma, moi en tant que cinéphile, je trouve est important pour se former également. Et aussi plusieurs playlists que vous pourrez retrouver dans ma vidéothèque. À ceci s'ajoute un blog où je relate divers articles avec certains compléments par rapport aux vidéos que nous pouvons faire, toi et moi, NVV, ainsi que certains articles issus de conférences que je peux délivrer à droite à gauche. Et à côté, un compte Twitter, Hildegarde-8fr, pour suivre mon actualité, autant sur le blog qu'ailleurs. Très bien, très bien. Revenons à notre sujet principal, l'écologie. Tout d'abord, Hildegarde, comment définir l'écologie aujourd'hui ? Alors en fait, l'écologie, on peut la définir de cette façon. En fait, c'est la prise de conscience de l'atteinte et de la dégradation de l'environnement par une partie, et j'insiste bien dessus, par une partie de l'activité humaine et la lutte contre cette propagation. Je dis bien partie de l'activité humaine parce que contrairement à une certaine écologie qui est assez misanthrope, avoir une activité humaine n'est pas forcément néfaste pour l'environnement. Jusqu'au 19e siècle, l'humain et la nature se sont très bien accouplés, si je puis dire, sans que ça ait d'influence néfaste sur l'environnement. C'est à partir du 19e siècle et de la révolution industrielle qui a commencé à avoir lieu le désastre écologique qui n'existait pas jusqu'à très très récemment finalement. Donc attention aussi à cette écologie misanthrope qui veut que l'humain soit l'ennemi juré de la nature, alors que, je le rappelle, faisant partie de l'espèce humaine, nous sommes évidemment membres aussi de cette nature. Deuxième écueil aussi, à mon sens, attention à ne pas rejeter la question écologique, qui sera l'une des questions cruciales de notre siècle et de notre génération plus largement, parce qu'elle est surinvestie par les gauchistes. L'écologie, d'ailleurs, c'est à l'origine et historiquement, c'est un sujet de droite. Donc attention vraiment à l'anti-gauchisme primaire qui nous interdit d'aborder certains sujets qui sont en réalité parfaitement légitimes. Il faut vraiment faire attention aux réflexes réactionnaires. Mais il y a quelques gauchistes qui peuvent nous écouter. Il y a des gauchistes aussi qui sont très bien. Hein ? Ah oui, tout à fait. Mais là, je m'adresse plus aux personnes qui ne sont pas forcément convaincues par l'écologie sous prétexte qu'il y a des déviations de ce mouvement. C'est pas parce qu'il y a des déviations d'un côté qu'on pousse le curseur d'un côté qu'on va le pousser vers l'autre. La vertu se situe toujours dans un équilibre entre deux extrêmes. Tout à fait, oui. Le juste milieu. Le juste milieu. Exactement. Ceci étant, l'humanité a accouché de 3 révolutions industrielles et on voit bien que cette croissance, aujourd'hui, arrive à un mur qui est la crise écologique, que ce soit la pollution, le changement d'écosystème, la transplantation d'espèces animales ou végétales à des endroits où ça ne devrait pas. C'est-à-dire que, grosso modo, l'activité humaine a quand même perturbé certains environnements de manière néfaste, objectivement. Alors, à partir de là, sans rentrer d'un point de vue politique ou partisan, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette crise écologique ? Comment est-ce qu'on pourrait la définir ? Alors, comme tu viens de le dire, il y a plusieurs éléments dans cette crise écologique. Moi, j'en vois trois principaux faits, en fait, qui viennent étayer la crise écologique, c'est-à-dire sa véracité, et qui viennent justifier nos craintes, puisqu'il s'agit à terme de l'avenir de notre civilisation et plus largement de l'humanité. Alors, le premier élément, c'est l'incapacité de poursuivre la croissance mondiale à ce rythme et d'imposer le système économique occidental à la planète. Enfin, je veux dire, moi, ça me paraît vraiment être un constat objectif et indéniable. C'est impossible d'imposer la consommation telle qu'elle peut exister
en Occident, le rythme de croissance chinois, par exemple, le niveau de vie tel que vécu par l'occidental moyen au reste de la planète. C'est impossible. Oui, parce qu'il y a pas les ressources, hein, tout simplement. Exactement, c'est pour ça qu'on parle d'économie verte aujourd'hui. Oui, qui est d'ailleurs, on va le voir, de la poudre aux yeux. Le deuxième élément, ça va être la toxicité de l'environnement, comme t'en as déjà un petit peu parlé, qui est une toxicité qui menace à terme la survie de notre civilisation. Par exemple, les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve notamment dans les produits d'hygiène, messieurs, ont une lourde influence sur la qualité du sperme. Ça explique en partie d'ailleurs la crise démographique de l'Occident. Pas elle seule, mais c'est un des éléments qui peut expliquer cette crise démographique à côté des politiques dénatalistes. Vous avez aussi l'alimentation, notre alimentation en Occident qui est saturée par les additifs, les produits ménagers qu'on utilise qui sont hautement toxiques et qui causent des centaines d'accidents domestiques tous les ans en France, la confection des vêtements... Ça va plus loin, les produits ménagers, juste pour revenir sur les perturbateurs endocriniens, ne serait-ce que les déodorants, dans lesquels on retrouve de l'aluminium, donnent des cancers du sein et des maladies de peau extrêmement graves. Hein. Et aussi dans les perturbateurs endocriniens, on retrouve des particules de plastique qu'on retrouve dans le corps humain, y compris dans les fœtus. Donc à partir de là, effectivement, il y a peut-être un petit problème sur le système global, la manière dont on a agencé l'économie. Hein. C'est ça. Et puis ça, c'est vraiment, c'est notre futur. C'est-à-dire, ça touche même nos enfants, alors qu'ils sont même pas encore dans ce monde, quoi. Exactement. Quand votre fœtus se retrouve avec des morceaux de plastique, les amis, il faut commencer à se dire, ouais, il y a peut-être un problème. Des questions. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Il y a aussi la confection du coup des vêtements que nous portons, qui réduisent en esclavage une partie de la population mondiale et qui polluent notre environnement et nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que les vêtements synthétiques sont absolument toxiques pour notre corps. La fabrication de nos smartphones aussi qui engrange une foule de conséquences environnementales. Je vous renvoie notamment à un reportage qui avait été fait par Cache Investigation il y a 5 ou 6 ans sur le lac de Baotou en Chine qui est pollué, complètement pollué par l'extraction de l'oxyde de cérium, qui est en fait un minéral qui sert à la fabrication de produits électroniques. Donc, on voit que tout dans notre système économique est complètement démoniaque en fait presque. Et c'est démoniaque autant dans la nature que dans les conséquences que la nature a sur nous, quoi. Il y avait un autre reportage aussi qui était très bien, c'est The Minimalist. Tout à fait. Et enfin, le troisième facteur qui est l'un des éléments en tout cas de la crise écologique, c'est la maltraitance animale dans l'industrie agroalimentaire. Et là, on peut en fait, sans être végane et sans renverser la hiérarchie humain-animal, être absolument consterné par le traitement des animaux dans l'industrie agroalimentaire moderne. Et sans être pour autant islamophobe ou antisémite. Tout à fait. Et là, je vous renvoie notamment aux poussins mâles broyés, hein, c'est-à-dire que comme les poussins mâles ne servent à rien, eh ben on les broie et vivants. Hein, on les envoie. Il y a plusieurs associations de défense des animaux, L214 notamment, qui a filmé ça, et on peut, sans être végane et sans forcément rejoindre leurs conclusions, être consterné par ce qui est filmé. On peut aussi être consterné par les poules élevées en batterie, qui nous donnent des œufs, certes, mais à quel prix, et aussi par l'abattage des bovins et des porcins, qui se fait parfois de manière, ils sont même pas tués, on les étourdit même pas, on n'a même plus ça, on ne respecte même plus ce protocole-là, et c'est absolument consternant. Et d'ailleurs, la surconsommation de viande, qui est un phénomène extrêmement moderne, n'est pas étranger à cette surproductivité qui est à l'origine de cette maltraitance. Parce que, en fait, on mangeait pas autant de viande que ça, jusqu'à une époque très récente. C'est très moderne comme mode de vie, le fait de manger de la viande quasiment tous les jours. C'est très, très moderne. Je vous renvoie notamment aux périodes de jeûne prescrites par l'Église, qui étaient très, très suivies par la population, et au prix de la viande aussi. La viande qui était beaucoup trop chère pour la plupart des gens. Ils en mangeaient pas tant que ça. Exactement. On en mangeait pendant le dimanche pour Pâques et pour Noël. Hein. Enfin, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Sur la maltraitance animale, ça va aussi sur l'égorgement. C'est quand même, je sais pas si vous avez vu les vidéos, c'est quand même particulier. Et nous savons tous d'où ça vient. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi regarder sur la maltraitance animale Cospiracy, Earthlings, et sur Netflix, The True Cost. Hildegarde, tu nous as parlé de dévoiement. Pourrait-on parler des racines philosophiques et des paradigmes de la crise écologique et essayer de voir ensemble comment aujourd'hui, certains politicards, certains nez très très longs, dévoient ce combat qui est juste à leur propre fin et comment, sur le plan philosophique, ils se méprennent pour dévoyer cette juste cause à leurs propres intérêts.
pour expliquer les crises de la racine écologique qui sont extrêmement profondes. Je pense qu'il y a même certains auditeurs qui sont alertes sur cette question, mais qui vont peut-être être surpris par la profondeur de cette crise. En fait, je vais m'appuyer sur la lecture d'un livre que je vous recommande, qui est La Terre comme soi-même, de Michel Maximéger, qui est un philosophe et un sociologue suisse de confession chrétienne orthodoxe, mais qui est tout à fait recommandable aussi pour les catholiques. On se rejoint sur beaucoup de choses avec les orthodoxes. La thèse centrale de son livre, c'est de dire que la crise écologique découle d'une vision extrêmement dualiste des choses qui se retrouvent à plusieurs niveaux, et pas forcément que sur le niveau écologique. L'esprit et la matière, la foi et la raison, le corps et l'âme, la nature et la culture, le masculin et le féminin. En fait, tout ça, ça va être des dualismes qui vont être posés par la société occidentale à partir de la fin du Moyen-Âge, qui ne fonctionnent plus en fait en couple harmonieux, qui était le cas jusqu'alors. Jusqu'à Kant, jusqu'au rationalisme. Jusqu'à Kant et même jusqu'à la fin du Moyen-Âge, plus profondément, puisque Kant, si on fait la généalogie de Kant, on se rend compte que ça va jusqu'au nominalisme médiéval du XIVe siècle. Et en fait, ces couples que je viens de vous énumérer, eh bien, ils fonctionnent plus en couple, justement. Ils ne fonctionnent plus en couple harmonieux, mais en binôme opposé. Ce qu'on se rend compte, c'est que la culture occidentale cloisonne l'homme et le mutile sur plusieurs plans. Premièrement, sur le plan théologique, puisque l'homme et le monde sont privés de divin. C'est-à-dire que, comme on dit qu'il y a la foi et la raison, Dieu, l'homme, de la même façon qu'on va dire qu'il y a la nature et la culture, l'homme et l'environnement, eh bien, l'homme et le monde sont progressivement privés de divin. Et ça, c'est une rupture qui a été opérée à la fin du Moyen-Âge, dans les excès de la scolastique rationaliste, notamment avec l'émergence de personnes comme Guillaume d'Occam, comme je l'ai dit, au cœur de la scolastique. C'est-à-dire qu'on a séparé la raison de la foi, concrètement. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Et ça entraîne une foule de conséquences. C'est-à-dire que quand on commence à séparer la foi et la raison, on commence arbitrairement à séparer d'autres choses. Comme je l'ai dit, le masculin, le féminin, la nature, la culture, etc., etc. Et en fait, même les classes sociales, finalement, le marxisme, c'est un peu ça. On sépare des gens, en fin de compte, qui s'opposent pas. C'est ça, c'est anorganique. Comme l'homme et le monde sont privés de divin, puisque Dieu, on le sépare de l'homme et du monde, la nature est privée de divin, il n'y a plus de traces de Dieu dans la nature. C'est-à-dire qu'on relègue Dieu dans les cieux et qu'il y reste, quoi. Comme dirait une formule bien connue. Deuxièmement, la mutilation s'opère aussi sur le plan cosmologique. C'est-à-dire que comme le monde est privé de sacralité, il est réduit à des lois et des chiffres. C'est-à-dire que y a plus de sacralité dans la nature, on va réduire ça à des lois, à des chiffres, et c'est comme ça qu'on va expliquer la nature. C'est plus par le divin, c'est plus par un sens, la nature n'est plus porteuse de sens, elle est réduite à des lois et des chiffres. C'est, comme on dit, la formule qui apparaît d'ailleurs à la Renaissance, le grand livre mathématique de la nature. C'est-à-dire que la nature perd sa dimension symbolique. Et on en aboutit aux théories du genre. C'est-à-dire que quand vous supprimez de la nature sa dimension symbolique, on n'arrive plus à voir, on n'arrive plus à comprendre, les rôles, entre guillemets, symboliques assignés à l'homme et à la femme, par exemple. C'est-à-dire que la crise écologique et la théorie du genre, c'est lié, en fait. C'est la perte de la dimension symbolique et de la sacralité du sens qu'a la nature. Les terres on peut le mieux cultiver aujourd'hui, ce sont les terres où se trouvent des abbayes. Comme par hasard, là où les moines ont gardé ce respect de la terre, c'est-à-dire la symbolique et la dimension sacrée, c'est là où la terre est restée intacte. Donc on voit bien effectivement ce rapport entre la sacralité de la terre et le respect de l'environnement, en fait, tout simplement. Exactement. Et d'ailleurs, par exemple, en Roumanie, vous avez plusieurs monastères orthodoxes qui ont introduit l'agroécologie
Et c'est comme ça qu'en fait que l'agroécologie s'est faite connaître. C'est grâce aux monastères orthodoxes, c'est grâce aux moines orthodoxes. Donc c'est parfaitement par cet intermédiaire-là. Et d'ailleurs aussi, la plupart des abbayes en France, donc qui sont actives aujourd'hui, que ce soit des monastères bénédictins, cisterciens, fonctionnent en bio. Hein. Très grande majorité, 90%, si ce n'est 100%. Enfin, puis en plus, on n'est pas dans un consumérisme à ce moment-là. On est aussi sur des personnes qui veulent vivre, tout simplement. Tout à fait. Donc on est dans un système totalement différent et dans une perception du monde. On ne sépare pas les choses dans des cases comme tu viens de l'expliquer finalement. C'est ça. Et le troisième plan aussi sur lequel on mutile l'homme, sur lequel la société, la civilisation occidentale mutile l'homme, c'est sur le plan anthropologique. C'est-à-dire que l'homme est coupé de son cœur, de son thumos, comme dirait Aristote, puisque le cœur, en fait, dans cette vision très dualiste des choses, hein, le cerveau s'occupe de la raison et donc supérieur à toutes les composantes du corps, eh bien le cœur est assimilé aux émotions, à la subjectivité et donc à l'inessentiel finalement. Puisque, en fait, l'homme se retrouve mutilé de la dimension qui fait de lui un pont entre la terre et les cieux. Une fois que vous avez Dieu qui a été séparé de la terre, bah, l'homme se considère comme le seul être doué d'un esprit. Ça, c'est vraiment l'anthropocentrisme excessif qu'on retrouve dans la civilisation occidentale d'aujourd'hui. En fait, il comprend sa domination sur la nature qui, en soi, n'est pas une chose mauvaise. C'est-à-dire, depuis le XXe siècle, on a tendance à voir la domination comme quelque chose de mauvais, d'intrinsèquement mauvais. C'est faux. C'est quand la domination dégénère en tyrannie que ça devient un problème. Et effectivement, l'homme, justement, perçoit sa domination sur la nature, la comprend comme une espèce de tyrannie. Et la négation, d'ailleurs, de Dieu par l'athéisme moderne ne fait qu'exacerber cette tyrannie, finalement. Oui, c'est lié à la perte de foi. Mais Hildegarde, à ce moment-là, les jardins à la française, c'est vouloir dompter la nature, parce que je suis pas sûr. On peut trouver ça très beau, moi je trouve ça très beau. Mais enfin, tout de même, les jardins à la française, la nature, elle est bien ou elle est pas bien? Bien, c'est un prolongement de la nature, c'est-à-dire que il y a un respect de la nature. Il y a beaucoup plus de respect de la nature dans un la symétrie française. Dans la symétrie, ah oui, je suis pas sûr. Je trouve qu'il y a plus de respect là-dedans que dans une exploitation agricole moderne. Il y a un prolongement là. C'est juste, on agence la nature d'une certaine manière, mais en aucun cas on la dérespecte entre guillemets. C'est pas de l'irrespect, je trouve. Que de tailler en carré un olivier. Non, je trouve pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Après, c'est vrai que moi, je préfère plus les jardins à l'anglaise que les jardins à la française. Mais ça, c'est des questions d'esthétique. C'est la question. Non, parce que justement, la nature dans le jardin à l'anglaise, c'est que la nature, elle est laissée d'une certaine manière. Oui. C'est ça la question finalement. C'est à quel moment commence la tyrannie de l'homme sur la nature et à quel moment elle s'arrête finalement. Je pense que la domination de l'homme sur la nature commence quand on ne voit pas d'autre finalité à la nature que ce qu'elle peut nous apporter directement à l'homme, surtout d'un point de vue économique, matériel et immédiat. Quand on est en harmonie avec la nature, quand on respecte l'enracinement d'une plante dans un endroit en particulier, qu'on ne transplante pas par exemple de bananiers en Norvège, eh bien, je pense qu'on respecte la nature. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette tyrannie découle effectivement de cette vision extrêmement dualiste des choses. Et cette vision extrêmement dualiste des choses, elle aboutit aussi à un individualisme. Puisque l'homme se retrouve non seulement coupé de Dieu et du cosmos, ainsi que d'une part de lui-même, puisqu'il se retrouve mutilé de sa dimension spirituelle, mais aussi et in fine des autres. C'est-à-dire que quand on perd la foi, quand on perd la religion, c'est-à-dire au sens propre du terme, c'est-à-dire ce qui nous relie, bah on perd le lien à Dieu, on perd le lien au cosmos, on perd le lien avec une part de nous-mêmes, à savoir notre part spirituelle, et on perd le lien avec les autres. Donc tout ça, c'est lié. L'individualisme, la crise écologique, la perte de foi, tout ça est lié. Et en fait, du coup, ce que ça nous dit, tout ça, c'est que cette vision dualiste des choses signale l'ampleur du problème dont il s'agit, parce que en fait, c'est toute notre civilisation qui est en crise finalement. Et pourtant, ses origines philosophiques, elles sont que très peu prises en compte quand vous parlez avec des écolos bobos version Europe Écologie Les Verts. Parce que en fait, pour les grands partis politiques, aussi bien que pour les écolos bobos parisiens amateurs de quinoa et de Vélib, bah, l'écologie, c'est avant tout une histoire de génération future, de croissance verte, de réchauffisme global, etc., etc. En fait, l'enjeu, il se trouve pas là. Il se trouve dans la compréhension qu'on a de la réalité dans son ensemble. Tout à fait. Et en fait, on se rend compte que c'est tout notre mode de pensée moderne qui est impliqué. Oui, il est en amont. C'est ce que tu dis, en fait, finalement. C'est que ces gens-là ne remettent pas en question les causes,
Il se focalise uniquement sur les conséquences. Donc de toute façon, ça ne changera rien parce qu'il continue à séparer l'homme de la nature, finalement, à renier l'aspect symbolique de la nature, même l'aspect sacré, et puis il se regarde le nombril en fin de compte. C'est ça, ils en restent à un niveau horizontal finalement. Ils restent sur le niveau du faire, sur le niveau de l'agir, mais pas sur le niveau de l'être. Or, c'est une crise de l'être, la crise écologique, puisque c'est une crise de la pensée moderne finalement. Et cette pensée moderne, elle est caractérisée par 3 éléments qui sont plus ou moins corollaires. Vous avez premièrement le rationalisme, puisque comme la raison, elle est détachée de la foi, qu'on vient de voir dans le paradigme dualiste, et des autres dimensions de l'homme. Et en fait, la véritable intelligence, elle fait communion avec son environnement, donc avec tous les êtres, et avec Dieu, et avec les autres, et avec la nature. Et c'est vraiment cette pensée ancestrale qu'on a perdue, qui est à l'origine de la pensée symbolique, comme je viens de le dire. Et c'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, on comprend plus les rôles symboliques assignés à chaque sexe, par exemple. Et à ce titre, en fait, l'émerveillement devant la beauté de la nature, c'est plus une capacité estimable en soi ou une expression même de la sagesse humaine. Ça devient au mieux une espèce de sensiblerie poétique et au pire l'expression d'une émotion presque infantile. Ah t'es gaga devant la nature. Non, c'est estimable. Il y a que les hommes qui s'émerveillent devant la nature. Deuxièmement, la deuxième caractéristique de la pensée moderne, c'est le divisionnisme. C'est-à-dire que la pensée occidentale moderne divise et décompose. On l'a vu, en fait, le mode de pensée rationaliste, il est fondamentalement binaire. Mais en fait, le problème, c'est que cette division empêche de saisir la complexité de la crise écologique. En fait, on a autant besoin de l'économie que de la philosophie ou de la biologie pour sortir de cette crise. Ça, c'est complètement interdit par le mode de pensée occidental qui compartimente la pensée en disciplines. Vous avez les sciences humaines d'un côté et les sciences naturelles de l'autre. On pourrait dire que le divisionnisme est un enfant du rationalisme. Tout à fait. Ou son parent. En tout cas, c'est lié. C'est-à-dire que effectivement, quand on divisionne un mode de pensée qui devrait être uni, parce que là encore une fois, c'est très très moderne de diviser le mode de pensée en disciplines et de se spécialiser. Je vous renvoie par exemple à Léonard de Vinci, qui était ingénieur tout en même temps qu'un formidable peintre. Je vous renvoie également au programme d'éducation de Gargantua, le livre de François Rabelais, qui énumère toutes les disciplines que doit maîtriser l'honnête homme. C'est-à-dire qu'il ne doit pas juste se cantonner aux humanités, mais aussi aux sciences, doit être féru de langues étrangères, etc., etc. Le vrai programme de l'honnête homme doit maîtriser autant les mathématiques que la philosophie, les langues étrangères, le latin, l'histoire, etc., etc. Et ça, c'est un mode de pensée qu'on a complètement perdu. Aujourd'hui, on se spécialise. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, on passait les bacs S, ES ou L, etc., etc. Ça, c'est extrêmement moderne. Ça a un côté industriel, dans le cinéma, c'est pareil, Dans les autres industries, maintenant, on a une chaîne de spécialistes. Sauf que le problème, c'est que quand un maillon ne marche plus, et on le voit avec la crise du Covid, finalement, tout déraille. Exactement. C'est très fordiste, presque. Exactement. C'est spécialisation des tâches. Et les véganes sont dans ce paradigme, d'ailleurs. C'est-à-dire que ou bien la nature est dépourvue d'une dimension sacrée et elle est au service du système capitaliste tout entièrement et sans limite, ou bien la nature est une personne et on devient tous véganes. Et en fait, ça, c'est un mode de pensée qui est la négation même de la complexité du réel. D'ailleurs, comme on le voit dans d'autres sujets de société, aujourd'hui, on binarise tout, on polarise tout, que ce soit dans les questions raciales, les questions relatives sexisme, etc., etc. En fait, ce qu'on se rend compte d'ailleurs, c'est que la crise écologique est un catalyseur et révèle en vérité tout un mode de pensée occidental en phase terminale. Ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, en fait, oublient la vraie dimension de la réalité qui est caractérisée par la dialectique et l'articulation. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Voilà. La dialectique, il faut quand même faire attention parce que les antispécistes, par exemple, on voit bien la phase terminale, là aussi, du marxisme. Finalement, les hommes sont égaux, faut pas qu'il y ait de suprématie. Très bien, dans ce cas-là, maintenant, on va passer à l'animal. Et puis après, on va passer à l'objet. Ça s'appelle l'idéologie cybernétique. C'est ce que Bill Gates est en train de mettre en place. Vous lisez Bill Gates, c'est ce qu'il vous explique, Il n'y a pas de différence entre un homme et un objet, il n'y a plus de qualité. La seule différence, c'est la quantité de données qui est échangée, ce que contiennent ces données. Donc là, marxisme fois 1000, poubelle. Et la troisième caractéristique de cette pensée moderne, et tu viens de l'aborder d'ailleurs avec plus que la quantité, etc., c'est le réductionnisme. C'est-à-dire que la pensée occidentale moderne est excessivement analytique et pas assez synthétique. Comme si on pouvait rendre compte d'une réalité en la décomposant.
aujourd'hui, on prétend expliquer l'homme en disséquant ses organes. Et à ce moment-là, quand on dissèque les organes, il y a plus tellement de différence entre un objet et un homme, bien évidemment. L'arbre par les feuilles ou les fruits qui fait germer, la tendresse maternelle par une affaire de cytocine, etc., etc. C'est comme si vous vouliez expliquer un tableau en expliquant les pigments qui ont été utilisés pour le peindre, sans faire attention à son unité, juste une seule seconde. Et c'est là qu'on retrouve l'idéologie d'ailleurs, parce que c'est des gens qui vont se servir finalement dans leur propagande, dans la publicité, dans les industries, de raisonnement circulaire, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une chose, ils vont regarder par le bout de la lorgnette ce qui les arrange, et puis ensuite ils vont vous ramener là où ils veulent vous ramener, c'est-à-dire soit à des idées, soit à un mode de consommation. Et d'ailleurs, sur un autre plan, cette pensée qui est excessivement analytique se retrouve aujourd'hui dans la manière dont on a de dire, par exemple, qu'une personne est française parce qu'elle a des papiers d'identité qui disent qu'elle l'est. Et ce, sans prendre en compte ce qu'est la France dans son unité et sa profondeur historique, ou même sur de ce qu'est la personne en tant que telle. Tout à fait, c'est pas parce qu'un rat ou un singe naît dans un aquarium que ça fait de lui un poisson. Et ça, c'est le mode de pensée analytique. C'est t'as été là à un moment donné, ou t'es né ici, ou tu parles ceci ou tu parles cela. Bon du coup, ça fait de toi un Français. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est justement faire preuve de pensée réductionniste que de dire cela. Idem, par exemple, dans la manière qu'a Ellen Page de prétendre être un homme parce que sa raison, et seulement sa raison et encore, a choisi de l'être, abstraction faite du principe de l'unité de sa personne, qui est âme, corps et esprit. Donc en fait, on peut pas être écologiste et pro-trans et pro-immigration. C'est une crise civilisationnelle dont les gauchistes ne comprennent pas l'ampleur. Aujourd'hui, on explique quelque chose en la réduisant et en isolant une de ses composantes. Si vous êtes un écologiste cohérent, vous finirez tôt ou tard par être un anti-progressiste. Et si vous êtes anti-immigration et contre les soi-disant progrès sociétaux, vous êtes un écolo qui s'ignore finalement. D'ailleurs, si on prend l'écologie telle qu'elle nous est présentée, l'écologie politique, dévoyée, celle que tu viens de dénoncer, homo, la première chose qu'on devrait combattre, c'est la sexualité des Noirs. Excusez-moi. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent l'agriculture sur brûlis. C'est encore la première agriculture qui est pratiquée en Afrique. C'est 1/3 des gaz à effet de serre sur la planète, sur toute la planète. Et puis aussi, le matérialisme chinois. Parce que si on cumule la fornication des Africains et le matérialisme chinois, la température devrait beaucoup baisser. Si on prend homo, cette écologie dévoyée. Donc, à un moment donné, il faudrait savoir, très bien, le problème, c'est le CO2, très bien. Ils font combien d'enfants, les Africains, les Noirs africains? Combien? Comment ils cultivent? Agriculture sur brûlis. Donc, number one. Numéro 2, les Chinois, c'est combien? Combien d'usines? Combien de CO2? Donc, à un moment donné, il faudrait savoir. Mais nous, ici, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit ici, c'est que c'est un ensemble. Et que la crise que nous vivons, en réalité, elle a des racines bien plus profondes. Hildegarde, peut-être un dernier mot sur l'autonomisation de la raison, sur comment elle est apparue et là où elle nous mène aujourd'hui. L'autonomisation de la raison des autres composantes de l'être, donc le cœur, le corps, l'âme notamment, ça fait qu'aujourd'hui les faits et les valeurs sont disjoints. Ils ne dialoguent plus. On le remarque d'ailleurs aujourd'hui quand on parle d'écologie, la modération, la sobriété, notamment telle que proposée par Pierre Rabhi, le respect du vivant, le principe de précaution, en fait tout ça, ça devient des valeurs. Donc nécessairement subjectives. Donc vous les gardez pour vous. Et donc en fait si la technoscience, par définition, est un domaine de rationalité propre et autonome, c'est-à-dire qui est coupé de la philosophie, etc., t'as rien qui peut entraver la course au toujours plus. Et certainement pas les valeurs dites subjectives, entre guillemets, qui viennent limiter le discours des sciences qui se veut, lui, objectif. On voit bien que la sortie de la crise écologique, elle ne peut s'envisager sans une remise en cause profonde et radicale du relativisme libéral ambiant, finalement. Et même socialiste, parce qu'on le retrouve aussi chez les communistes, chez les socialistes. De mon point de vue, le communisme et le socialisme sont une forme de libéralisme. Donc, de toute façon, tout ça est à gauche. Ceux qui pensent être de droite et libéraux, vous êtes de gauche. Oui, relisez Michéa. Et d'ailleurs, cette autonomisation de la raison et la consécration de la science naturelle comme étant le seul discours objectif qui a donc droit de citer pour réguler les politiques publiques, parce que le discours éthique ou philosophique, en vérité, n'a absolument aucune influence
sur l'action de nos dirigeants. C'est pas eux qui déterminent l'action de nos dirigeants, que ce soit sur le discours écologique ou sur autre chose, hein. Que ce soit sur la bioéthique, l'immigration, la politique étrangère, l'économie, etc., etc. La philosophie et l'éthique n'ont absolument aucun rôle dans ces sphères-là, dans la sphère politique. Ce qui compte, c'est juste le chiffrer. Et en fait, le problème, c'est que ça aboutit à une société fonctionnaliste qui débouche sur le règne de l'économisme. Parce qu'en fait, comme les valeurs sont refoulées dans le privé et dans le subjectif, eh bien, l'économie apparaît comme la seule valeur de régulation des rapports humains. Là où le religieux, il faisait office autrefois. Je vous renvoie notamment à Michéa, l'Empire du moindre mal, dont je viens de vous parler. Et lui, il explique ça très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la religion et les valeurs deviennent des facteurs de trouble et de dissension au sein de la société, à partir des guerres de religion, eh bien, on va finalement les mettre dans le privé et instaurer à la place des rapports marchands. C'est ça qui va réguler et c'est ça qui va permettre d'apaiser la société, une société où la religion ne peut plus avoir droit de cité, puisque sinon elle fait l'objet de dissensions. On en revient à Buisson, l'avoir au détriment de l'être. C'est-à-dire qu'une société religieuse, c'était l'être, et la société actuelle, c'est la société de l'avoir, c'est la société des banquiers. Et en fait, le problème, c'est que cette situation, elle entraîne une rupture de la transmission. Que ce soit au niveau vertical avec les ancêtres, puisqu'on transmet plus. Parce que si on transmet des valeurs, si on transmet des choses, eh bien, ça devient suspect aux yeux de la société économiste. Mais aussi horizontal. C'est-à-dire que, comme on ne reçoit plus de valeurs, comme on ne reçoit plus de culture commune, eh bien, on a une rupture de la transmission au niveau avec les vivants, cette fois-ci. C'est-à-dire que ça débouche à un individualisme. Donc, en fait, l'homme, il se reçoit plus, il se fait. Par exemple, si Ellen Page veut devenir un homme, eh bien, ça veut dire qu'en fait, elle nie le sexe qui lui a été transmis. Et donc, elle n'a pas choisi. De même que lorsqu'on dit que n'importe quel être humain peut devenir français,
Ça aussi, c'est la même chose. Ou que la croissance qui transforme l'environnement refuse la limite transmise par la nature. Donc en fait, tout ça, c'est un même mode de pensée. C'est la même idéologie constructiviste du no limit qui se retrouve aussi bien dans le projet transhumaniste, où l'homme devient véritablement son propre produit. Donc ça, c'est vraiment le point de non-retour de la négation de la transmission, mais qui se retrouve aussi dans la crise écologique, c'est-à-dire qu'on nie les limites de la nature. Je vous renvoie d'ailleurs à la petite boutade. Celui qui croit en une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste, qui se retrouve aussi dans la crise identitaire, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie sans frontiériste et pro-métissage, et dans la culture promue par le mouvement LGBT, qui est là le refus des limites de notre propre corps. Qu'il le veuille ou non, il faut un homme et une femme pour faire un enfant, et Ellen Page, elle sera jamais un homme, qu'il le veuille ou non. Nos limites, nos borders. En fin de compte, c'est ça, quoi. C'est les mêmes. C'est ça. Et en fait, quand on nie ces limites qui sont posées par la transcendance, que ce soit Dieu ou la nature, en fait, on nie la limite du corps. Bah oui, il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Non, Ellen Page, tu ne seras jamais un homme, que tu le veuilles ou non. Les limites de la nature qu'on retrouve dans l'épuisement des ressources. On ne peut pas pousser la nature dans ses retranchements, c'est pas possible. Dans les limites aussi raciales, c'est-à-dire que voilà, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des limites, il y a des frontières qui sont aussi posées par Dieu, même d'un niveau sacré. C'est-à-dire qu'il y a des sanctuaires, il y a des choses comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a un refus des limites. Quand on oublie Dieu, quand on perd la foi, eh bien on perd cette notion de limite et de frontière. Et en fait, le refus de la frontière et des limites, bah ça apparaît comme le point de convergence de toutes ces crises dont notre monde moderne est malade. Je vous renvoie d'ailleurs au cas de la Manif pour tous, où il y avait eu une affiche qui comparait d'ailleurs la PMA aux OGM. Et les gauchistes s'étaient moqués d'eux en disant que ça n'avait aucun rapport, n'importe quoi et tout ça. Mais bien évidemment que oui. C'est la négation des limites imposées par la nature dans les deux cas. Bien évidemment que la PMA peut s'assimiler aux OGM. Et ça procède d'ailleurs d'une vision techniciste de la nature, c'est-à-dire que la technique va corriger ou va supplanter la nature dans certains cas. On retrouve la Kabbale et la vision du tikkun olam là-dessus. Mais ceci étant, on peut pas arrêter le progrès technique. À partir du moment où on a trouvé comment faire des OGM, évidemment qu'il y aura des OGM. À partir du moment où on a trouvé comment faire des enfants en éprouvette, évidemment qu'il y aura des enfants en éprouvette. La question, c'est la façon dont on l'utilise, peut-être. Pas forcément, parce qu'il y a des techniques qui sont intrinsèquement mauvaises. C'est-à-dire que faire des OGM, faire des enfants éprouvettes, quand vous commencez à faire de la manipulation du vivant, forcément, s'il n'y a pas de discours éthique, et si on dit que le discours éthique ne sert à rien, grosso modo, que la science naturelle, la science dure, comme on dit, ça aussi, ça prouve tout un mode de pensée. C'est-à-dire que l'histoire, la philosophie, tout ça, c'est des sciences molles. Ah bon? Quand vous mettez de côté la philosophie, l'éthique, eh bien, évidemment, il n'y a plus rien qui peut entraver la limite de la science. Quand vous aviez, par exemple, pendant la Renaissance, des savants qui étaient à la fois philosophes et médecins, eh bien, ils étaient beaucoup plus précautionneux avec tout ça. Ils étaient beaucoup plus précautionneux dans tout ce qui était progrès technique, finalement. Par exemple, Léonard de Vinci, qui avait caché ses modèles de sous-marins parce qu'il avait peur de la brutalité et de la malhonnêteté des hommes. Ça, c'est hyper connu. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est très, très connu. Et Léonard de Vinci avait cette clairvoyance-là parce qu'il était philosophe aussi. Quand on casse l'harmonie dans l'homme, eh bien voilà, ça arrive à ça. Sauf que la science est cumulative et qu'aujourd'hui, les progrès sont mondiaux. C'est-à-dire que dès que quelqu'un découvre quelque chose, eh bien c'est partagé immédiatement. Donc il y aura toujours un scientifique véreux, vil, je ne sais pas, pour mettre ces progrès scientifiques au service de politiques peut-être malveillants, mais dans tous les cas, ça arrivera. Donc comment on fait à partir de là? Je parle concrètement des enfants éprouvettes. C'est-à-dire que, pour rentrer dans le détail, c'est pas compliqué. Les Occidentaux, c'est entre 1,3 et 1,5 enfants par couple. Concrètement, dans 3 générations, il n'y a plus un Français sur Terre, et la plupart des pays européens seront dans la même situation. C'est pas en 3 générations qu'on va remettre un socle familial, qu'on va remettre Dieu et l'Église. Donc à partir de là, on fait comment? On fait des enfants éprouvettes, c'est ce qui va se passer. Sauf que il faut une éthique là-dessus. Quelle éthique? Donc soit on abandonne complètement le terrain et on se fait bouffer par des malades mentaux, excusez-moi l'expression, soit on rentre dans l'art. Tu vois ce que je veux dire, Hildegarde? À un moment donné, il faut y aller, hein. Oui, mais on ne colmate pas une brèche en remettant une autre.
Justement, là, tu t'es encore dans le pensée hyper isolationniste et divisionniste de la modernité. C'est-à-dire que on va résoudre les problèmes qu'a engrangé la modernité avec plus de modernité. C'est pas ça qu'il faut faire. Puisqu'en fait, tout ce que tu viens de citer, que ce soit la crise écologique, etc., crise économique, la crise éthique, la crise démographique, tout ça, ce sont des phénomènes qui sont profondément liés. Oui. La crise écologique n'est pas un phénomène isolé. C'est une des facettes d'un gigantesque problème dont le fondement est le projet de transformation et d'augmentation de l'environnement comme de soi-même. Parce qu'en fait, le système économique et social dans lequel on vit, c'est toujours une projection de soi-même. C'est toujours une projection de qui on est à l'intérieur. C'est-à-dire que si on se voit comme des êtres perfectibles, comme des êtres où il faut se transformer, etc., eh bien forcément, on va appliquer la même chose à l'environnement qui nous entoure. Donc en fait, que ce soit le mythe de la croissance, du métissage, de la transidentité, du transhumanisme, qui est le point culminant de ça, c'est le même projet, c'est le projet de transformation et d'augmentation, que ce soit de l'environnement ou de nous-mêmes. C'est pas seulement un modèle économique, en l'occurrence le capitalisme, qui est responsable de la crise écologique, mais c'est toute une manière d'être au monde qui se retrouve engagée dans cette crise. Donc en fait, les véganes et les autres écolo-gauchistes se trompent lourdement de diagnostic. C'est pas l'homme qui menace l'environnement, contrairement à ce qu'ils croient, c'est leur propre idéologie moderne. Et ça, ils le voient pas ou ils refusent de le voir. C'est-à-dire qu'ils séparent, ils isolent, ils binarisent des phénomènes qui sont pourtant profondément liés. La modernité, en fait, par son esprit excessivement analytique, on l'a vu, interdit de constater le croisement ou l'interpénétration de plusieurs réalités. Elle interdit de penser en réseau ou de manière circulaire. Donc, en fait, les gauchistes ne mesurent pas l'ampleur de la catastrophe dont ils sont l'une des causes, conscientes ou non, quand ils continuent d'alimenter toute leur théorie du genre, etc. En fait, ils continuent d'alimenter la crise écologique sans le savoir parce qu'ils ignorent les fondements de cette crise qui est gigantesque et qui est philosophique, en fait. On ne pourra pas résoudre la crise écologique sans s'attaquer à la racine du problème qui en est la cause, à savoir l'idéologie du no limit, qui se retrouve dans bon nombre de domaines et pas seulement dans l'écologie, on l'a vu. On ne pourra pas résoudre la crise écologique à coup d'arrêté et de COP21. On ne pourra pas résoudre la crise écologique en donnant libre cours à l'extension illimitée du marché permise par la rhétorique du droit A, du droit A LGBTiste notamment, la PMA, la GPA. On ne pourra pas résoudre la crise écologique sans remettre des frontières à nos pays. On ne pourra pas résoudre la crise écologique sans s'attaquer frontalement au mythe de la croissance économique. Bref, on ne pourra pas résoudre la crise écologique sans comprendre en fait qu'il s'agit fondamentalement de la crise d'un système. En fait, c'est un problème fondamentalement philosophique, idéologique et presque cognitif, j'ai envie de dire, avant d'être un problème économique, social ou même strictement environnemental. C'est une crise de l'esprit avant d'être celle de la matière. Parce qu'en fait, l'esprit se répercute toujours sur la matière. Ils sont liés, fondamentalement. On voit que tout est lié. Et à ce titre, croire que la technoscience va résoudre les problèmes dont elle est elle-même responsable, c'est absolument symptomatique de cette modernité qui sépare et qui ne voit pas l'interpénétration de plusieurs phénomènes. Comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Donc dire que on va remplacer les arbres par des machines qui vont reproduire de l'oxygène, c'est ne rien avoir compris à la question. On ne transplante rien impunément. Peut-être quelques solutions concrètes. Le boycott, les activités locales, le lieu comme première composante du lien. Hildegarde, quelques solutions concrètes. Alors déjà, je pense que premièrement, il faut se méfier des fausses bonnes idées. Je pense notamment aux énergies vertes qui régleront rien puisqu'elles sont pas écologiques la plupart du temps. Le CO2, ça veut rien dire. Les émissions de CO2, ça veut strictement rien dire. Enfin, en tout cas, c'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Et d'ailleurs, la fabrication des éoliennes est désastreuse au niveau environnemental. Il y a plusieurs reportages qui ont été faits là-dessus que je vous invite à regarder. Je pense aussi à la suppression du papier et au phénomène du tout numérique, puisque les serveurs sur lesquels on stocke nos mails sont bien plus polluants que les lettres, par exemple. Idem, les liseuses consomment de l'électricité et les livres non. Tout le monde ne peut pas adopter le mode de vie occidental. On ne peut pas produire assez d'électricité pour la planète en étant calé sur le mode de vie d'un Français moyen. C'est-à-dire que si tout le monde consommait de l'électricité comme un Français moyen, et je vous parle même pas d'un Américain moyen, ça serait pas possible. Donc il va falloir faire des concessions et il va falloir se rendre compte que le système dans lequel on vit, le système écologique, le système économique fondamentalement n'est pas viable sur le long terme. Et il faut opposer en fait à cette mentalité du beurre et de l'argent du beurre, c'est-à-dire les avantages de la modernité sans ses inconvénients. Là aussi, on retrouve le mode de pensée isolationniste de la modernité, qui voit pas l'interpénétration des phénomènes. Le courage de ses convictions et l'éthique de la sobriété heureuse. Je vous renvoie notamment à tout ce qui est décroissance, c'est-à-dire d'avoir un mode de vie soutenable. Pour certains spécialistes d'ailleurs, pour avoir un mode de vie soutenable, imposable à toute la planète,
où chaque personne sur la planète aurait à peu près le même niveau de vie, ce serait de revenir aux années 50. Ce qui en soi n'est pas incroyable, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un baisse de niveau de vie extrêmement élevé. Mais en fait, il faut vraiment promouvoir dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, ainsi qu'en politique et dans la cité, tout ce qui pourrait se rapprocher d'un mode de vie ancestral et plus sobre. Je pense notamment à l'économie circulaire, c'est-à-dire par exemple adhérer à une AMAP, hein, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, réfléchir à notre métier et à son impact sur l'environnement, hein, et sur ses convictions de manière générale. Là aussi, il y a un souci de cohérence entre les valeurs et les faits, entre nos croyances et nos actions qu'on essaye de séparer, mais en fait non, tout est lié. C'est-à-dire que vous pouvez pas être un écologiste cohérent, être quelqu'un de profondément nationaliste et travailler dans la finance à la défense. Enfin, à un moment donné, il faut se poser des questions. Pareil, réduire notre quantité de déchets, ça s'apprend, etc., etc. En fait, tout ça, ça demande du courage, hein, au niveau spirituel et personnel, parce que s'échapper du mode de vie confortable proposé par notre monde moderne et libéral, c'est jamais facile. Faut vraiment être bienveillant avec soi-même et y aller tout doucement. Hein, on peut pas tout révolutionner du jour au lendemain. Oui, les toilettes sèches, c'est pas pour tout le monde. Oui, il faut y aller tout doucement en tout cas. Et puis faire ce dont on a envie de faire. C'est-à-dire que c'est pas de la tyrannie ce qu'on propose, c'est de le faire en fonction de ses convictions. Et aussi en prenant en compte le bien commun. Il n'y a pas que nous et notre petite personne. Ça demande aussi de l'organisation au niveau familial et de réelle solidarité locale à un niveau communautaire, donc plus politique, qui ne peuvent qu'advenir par l'engagement dans et pour la cité. Là aussi, j'aimerais bien mettre en garde contre le piège de la consommation. C'est-à-dire que si vous achetez bio, c'est parce que le système capitaliste veut bien de vous, le veut bien et vous intègre dans son système. Et d'ailleurs, ça, c'est les fameuses contradictions internes du système qui permettent au capitalisme de se maintenir. C'est-à-dire que le capitalisme ne fait que de se transformer. C'est un système qui ne fait que de se transformer fondamentalement. Il intègre les contradictions pour se renouveler. On parle de greenwashing aujourd'hui. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Donc en fait, si demain le système capitaliste ne veut plus de vous, il interdira la culture bio, par exemple. Donc c'est-à-dire que le combat écologique doit aussi avoir une dimension politique. Attention au piège de la consommation, ça c'est vraiment un leurre. C'est pas en achetant que vous avez un impact fondamental, parce que si demain le capitalisme ne veut plus de vous, il pourra se débarrasser de vous extrêmement facilement. Vous inquiétez pas pour lui. Par contre, le boycott peut-être pour des sociétés qui respectent pas bien l'environnement ou qui utilisent des terres qui sont pas les siennes, ça peut peut-être avoir un impact. Ça peut avoir un impact, et encore, si si le pouvoir politique s'accommode avec les entreprises, qui peut se faire assez souvent, ça peut aussi être plus problématique. Donc c'est pour ça. Alors bien évidemment, je dis pas qu'il faut acheter n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que il faut pas croire qu'on pourra faire l'économie de l'action politique. C'est ça dont je mets en garde. Bien évidemment, le fait de privilégier des produits d'abbaye contre des produits de grandes entreprises du CAC 40, bien évidemment, c'est mieux. Mais c'est pas politique, ce ne sont pas des actes politiques. Et encore une fois, si demain la République française veut interdire l'agriculture bio dans les abbayes au nom de la laïcité et du productivisme, ce sera largement faisable. L'écologie doit être politique. Ceci étant, oui, voilà, en dehors des grandes villes, on peut trouver facilement des produits locaux. Et ces produits locaux, en allant les acheter chez les artisans, chez les paysans, chez les locaux, tout simplement, c'est aussi ce qui peut nous apporter des liens communautaires. On le retrouve ne serait-ce que pour les chaussures, par exemple. On peut trouver un cordonnier, quelqu'un qui fait des chaussures, faire retaper ces chaussures-là, ça vous donne un contact. Pareil pour la nourriture. Pareil, j'irais même jusqu'à l'énergie. Vous avez des villes qui sont autonomes en énergie, qui fabriquent leur propre énergie en France. En France. Donc à ce moment-là, quand vous vous rapprochez de ces gens, quand vous achetez local, eh bien vous créez des attaches communautaires. C'est peut-être la piste à suivre au final. Exactement. Et c'est là, en fait, où on voit que l'écologie, elle doit être politique et pas seulement personnelle. C'est-à-dire qu'il faut une véritable révolution politique pour faire advenir la société écologique que nous voulons. Alors, attention, politique, comme tu viens de le dire, ça veut pas forcément dire national, hein. Ça veut pas forcément dire Assemblée nationale, Élysée, c'est pas ça. On peut poser des actions politiques au niveau local et communautaire. Puisqu'en fait, la véritable écologie, c'est l'art d'habiter ensemble notre monde, pas tout seul. Parce que l'homme, c'est un être de relation. Et ça, notre individualisme nous l'a fait oublier. Mais l'homme, c'est un animal social, comme le dirait Aristote. Et plus encore, la doctrine chrétienne nous dit que c'est un être de communion. Et d'un point de vue écologique, la communion de l'homme passe par son environnement, qui participe à son enracinement. Et à ce titre, les pierres qui servent à la construction d'une maison,
et d'une architecture bien particulière, hein. La tuile ronde, la tuile plate, etc. Les langues régionales, les traditions locales, la musique d'une communauté, la gastronomie d'un pays, etc., etc. En fait, tout ça, c'est pas des éléments disparates apparus par hasard ou par construction sociale. Ce sont des éléments qui participent à l'enracinement de l'homme dans son environnement et dans son écosystème. On peut pas être un véritable écolo sans aussi promouvoir la diversité des écosystèmes naturels et culturels, puisque la nature et la culture vont de pair, sans défendre la diversité et l'intégrité des peuples qui ont chacun, finalement, une manière bien particulière de vivre sa communion avec son environnement. L'écosystème, c'est un tout. Ne le réduisons pas seulement aux plantes, aux animaux et aux minéraux. Exemple tout bête, la gastronomie d'un pays, elle est toujours faite à partir des plantes et des animaux qui se trouvent sur son territoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bananier en Norvège. Chaque plante a son environnement bien particulier et chaque homme a son environnement bien particulier. Il n'y a pas des bananiers, mais il y a bien des Africains. Hein. Oui, mais ça, c'est pas écologique, par exemple, puisqu'en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que la gastronomie, c'est toujours l'expression du génie d'un peuple qui a été façonné par son environnement. Mais on pourrait dire la même chose, et c'est là où ça rejoint effectivement ce que tu viens de dire. On peut dire la même chose pour d'autres domaines, par exemple pour la mode. La mode, elle est toujours influencée par l'environnement. Il n'y a pas les mêmes tissus qui sont à disposition parce qu'il n'y a pas les mêmes plantes qui poussent, ni forcément la même météo. C'est-à-dire qu'on va pas mettre un anorak d'Inuit en plein Zimbabwe. C'est pas possible. Et ça, on peut aussi dire la même chose de ce façonnement entre nature et culture de la langue. Par exemple, les Inuits, ils ont plus de 30 mots, il me semble, pour décrire la neige, en fonction qu'elle soit fraîche, gelée, etc., etc. Parce qu'en fait, il neige tellement chez eux que leur œil est suffisamment aguerri pour distinguer les différents types de neige. Alors que les Français, nous, il neige, quoi. C'est tout. Et donc ça, en fait, ça dit bien quelque chose du prolongement entre nature et culture que les gauchistes, qui se prétendent écolos, veulent rompre, que ce soit par leur idéologie sans frontiériste ou par leurs infâmes théories du genre. Donc en fait, ça prouve bien que l'homme fait partie intégrante des écosystèmes. La nature, elle façonne l'homme qui la façonne en retour. La place d'un Botswanais, d'un baobab ou d'un zèbre, elle est en Afrique, elle n'est pas en Asie. Et de même que la place d'un Français, d'un chêne ou d'un ours brun, elle est en Europe et elle n'est pas en Océanie. Donc en fait, chaque peuple a un génie unique qu'il reçoit de l'environnement naturel qui l'entoure, et personne n'a le droit de l'en déraciner par quelque idéologie que ce soit. Il faut vraiment respecter la biodiversité des écosystèmes jusqu'au bout. Puisqu'en fait, la véritable écologie, c'est celle qui perçoit le monde de façon organique, où les hommes et la nature vivraient en harmonie, et où chaque être, c'est-à-dire la nature aussi bien que les hommes, s'inscrirait dans un espèce de macrocosme, en fait, dans un macrocosme intégral qui tendrait vers le tout. Cette unité ontologique du vivant, c'est-à-dire de tous les êtres, hein, les animaux, les végétaux, les hommes, cette unité, en fait, elle permettrait à chacun de ces êtres de ne plus être considéré de manière instrumentale, c'est-à-dire en vue d'un but précis, soit idéologique, soit économique. Mais en fait, il porterait au contraire un véritable sens qui serait valorisé par une très forte conscience du sacré. C'est ça la véritable écologie. C'est là où on voit que la révolution écologique politique doit absolument avoir une assise spirituelle parce que, encore une fois, et je le répète, cette crise écologique, c'est d'abord une crise de notre être et de notre manière d'être au monde. Là, en fait, il faut vraiment retrouver une certaine forme d'intériorité contre la logique binaire, analytique et décompositrice de notre modernité, qui est en fait une logique de pensée qu'on retrouve partout et qui est à l'origine de la crise écologique, puisqu'en fait, elle sépare arbitrairement nature et culture, homme et environnement, etc., etc. Et à ce titre, l'intériorité, c'est vraiment le commencement de l'unité de l'être, que ce soit par la prière, la méditation, la poésie, la pratique artistique, tout ça, en fait, c'est des formes de culture de l'intériorité qui permettent de retrouver l'unité de notre être, parce que en fait, elles mobilisent ces activités l'intégralité de la personne humaine, que ce soit son corps, sa raison, son esprit, son cœur, son âme, etc., etc. Contre la modernité d'ailleurs, qui ne mobilise souvent qu'une de ses parties et qui morcelle la personne. Le porno, par exemple, qui réduit la femme à son corps, voire qu'à certaines parties de son corps, au détriment de son âme et de son esprit, et qui en fait d'ailleurs une personne digne. C'est l'unité d'une personne qui en fait sa dignité. Contre le genre aussi, qui réduit la personne qui a ses caprices, ou contre ce que dit le plus profondément son corps, même parfois. Et c'est en ce sens d'ailleurs que Bernanos parlait de la modernité comme une conspiration contre toute espèce de vie intérieure. Et cette intériorité, en fait, elle nous permettra de retrouver le divin dans la nature. C'est-à-dire cette capacité à s'émerveiller devant les splendeurs de la création. Alors attention, ça ne veut pas dire que la nature est divine, parce que ce serait faire du panthéisme, mais il faut retrouver le divin dans la nature. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la nature, mais il est dans la nature, tout comme analogiquement un peintre est présent dans le tableau sans être le tableau.
Donc en fait, cultiver notre intériorité spirituelle, c'est le pendant de toute révolution écologiste et écologique plutôt, véritable et intégrale. Et cette révolution intérieure, elle doit vraiment nous permettre aussi de déboucher sur un changement radical de mode de vie. Et là, on voit aussi l'articulation entre esprit et corps, esprit et matière, parce qu'en fait, l'écologie spirituelle, elle doit vraiment avoir des retombées concrètes, c'est-à-dire de passer par avoir son propre potager, notamment s'intéresser aux semences libres, en particulier qu'on menace d'interdire, cuisiner maison à partir de produits bruts, renouer avec une médecine holiste et naturelle qui prend en compte la globalité de l'être humain. Je pense notamment à connaître les alicaments, les plantes médicinales. Il faut vraiment se libérer aussi de la tyrannie du système pharmaceutique. D'ailleurs, il y a tout un savoir médical dont les femmes étaient gardiennes pendant des siècles qu'on a perdu. Arpenter son territoire naturel, forêt, lac, plage, ça dépend de votre environnement. Limiter sa consommation d'électricité en privilégiant la nature au film. Entretenir sa maison avec des produits naturels et non toxiques. S'organiser pour limiter les déchets. Éduquer ses enfants à la conscience de l'intériorité de la sacralité. Tout ça, en fait, c'est des pistes que vous pouvez appliquer dès maintenant à l'échelle de votre foyer. L'homme est un être de communion. Hildegarde, un mot à rajouter? L'écologie sera intégrale, enracinée et spirituelle ou ne sera pas. Eh bien, merci Hildegarde. Merci NVG. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et de jeter un coup d'œil à mon site internet. Les liens en description. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission. À très bientôt. À très bientôt.